Eh bien bonjour, aujourd'hui le sujet du jour, ça va être l'alimentation électrique de ce réseau. Donc là on est en pleine expérimentation, on est en train de tester des boosters, différentes centrales, j'ai le PC qui est derrière, on va pouvoir paramétrer plusieurs choses, regarder un petit peu plusieurs choses grosso modo de comment on va alimenter tout ce réseau. Donc pour faire très simple, ce réseau il a plusieurs types d'alimentation, il a une alimentation 12 volts continue, une alimentation 14 volts alternative, une alimentation de DCC, donc c'est la centrale qui va envoyer la tension et des informations informatiques, genre CPL, pour pouvoir commander les trains. Et on a aussi, par l'intermédiaire de ce gros bouton là, de ce potentiomètre et de l'interrupteur à deux positions qui est en dessous, ce qui va nous permettre en fait de rentrer dans un mode que l'on appelle analogique, et en fait c'est un mode où on commande vraiment la tension en volts. Là c'est de la tension continue, on va pouvoir gérer, doser un petit peu la tension de sortie, et on a un petit ampèremètre juste ici pour suivre un petit peu la consommation. Donc on a le choix d'un mode analogique ou d'un mode digital. Digital, c'est avec une centrale. Donc ici on a une DR5000 et une Z21 Black avec un booster, et on va essayer différentes choses, voir comment ça fonctionne. Sachant que avant ça, on a déjà essayé aussi avec un booster qui a été fait pour la Z21, donc le booster Light vendu par Roku. Mais on avait vraiment des gros problèmes avec, donc on ne l'a pas gardé. Là, on est en train d'essayer différentes choses. On va parler de le connaître un petit peu, de vraiment l'alimentation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là qu'on va regarder. Donc voilà, grosso modo, là où j'en suis. Donc, on a la Z21 Black qui est là, une DR5000 qui est là. Donc, pour l'instant, celle-là n'est pas utilisée. Elle est même pas branchée, en fait, derrière. Le câble, il est même pas connecté. Ici, on a une sortie pour un des routeurs. Donc ça, c'est le routeur de la Z21 qui lui reste tout le temps allumé. Là, on a un routeur de la DR5000 qui est connecté ici sur la DR5000. La DR5000, elle nous sert, donc cette centrale, elle nous sert à lui envoyer des ordres via le bus ici blanc qui est le XNFB. Donc c'est le bus ExpressNet qui permet de commander tout le réseau via les multimos. Les multimos, il y en a une là. Voilà, donc là, il y en a une. Donc ça, c'est de l'ExpressNet, on va la mettre là. Ensuite, on a ici une entrée-sortie qui est le bus Loconet pour le booster. Donc là, pourquoi? Parce qu'on a le booster qui est ici. Et on va aussi remettre, parce qu'on a on utilise aussi le Loconet T, qui est utilisé pour tout ce qui est accessoire. Donc par exemple là ici on a plusieurs modules comme celui-là pour de la rétro-signalisation en Loconet avec un Arduino. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça, mais là ouais vraiment là aujourd'hui c'est vraiment l'expérimentation d'utiliser ce module-là avec la DR5000. Et juste ici on a l'alimentation en électricité du réseau pour tout ce qui est annexe, donc les commandes des aiguillages, tous les petits boutons, l'électronique qui est un peu partout sur le réseau. C'est rien de très compliqué, hein. Alors c'est maison, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu brut de décoffrage, mais ça fonctionne très bien. On a le 230 volts qui arrive d'un côté, avec derrière on a un fusible. Le gros machin au milieu, c'est un transformateur qui baisse la tension de 230 à 14 volts alternative. Ça ressort après par les fils rouges et noirs que vous avez juste là, et après qui partent sur le domino et qui partent après alimenter un peu partout le réseau. Le condensateur, donc le gros machin là, c'est un condensateur. Derrière, on a un pont de diode qui permet de lisser le courant et d'avoir une tension de sortie abaissée à 12 volts. C'est les fils rouges et bleus qui sont là-bas et qui partent après sur le domino et qui partent après partout sur le réseau. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis des étiquettes de 12 volts et 14 volts. Et ça part alimenter après partout. C'est-à-dire que on a un bus, on a des fils qui passent en dessous là comme ça partout. Donc là nous sommes vraiment juste en dessous le module. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a ici les fils rouges et bleus qui arrivent. Donc là, après, il y a de la distribution. Donc, on arrive sur domino et des Wago. Ça, c'est des Wago qui sont là, juste ici.
des ponts et ça part en fait alimenter. Donc là, par exemple, ça part alimenter le réseau milieu et après là, ça continue à alimenter derrière la suite du réseau. Alors vous voyez, il y a deux bus, deux feeders, on peut appeler ça comme ça. En fait, on a deux réseaux un peu différents, c'est-à-dire que ils se suivent intérieur-extérieur. Là, nous sommes vraiment juste au-dessus de là où nous étions. Et donc, en fait, juste en dessous, là, c'est la distribution. On a une voie intérieure, une voie extérieure. La voie extérieure peut être commutable, c'est-à-dire qu'il y a un feeder uniquement pour cette voie. Et de temps en temps, par exemple, le feeder passe sous la voie, comme ça s'arrête. Enfin, ça continue, mais du coup, il y a une dérivation qui vient alimenter les voies. Le feeder continue. Il arrive ici, il y a une dérivation qui vient alimenter les voies. Et ça fait ça de temps en temps, tous les 2 mètres à peu près. 1,5 mètre, 2 mètres, 3 mètres maximum. Voilà, ça, c'est le réseau milieu qu'on voyait en dessous juste avant. L'idée, en fait, c'est d'avoir toutes les informations et l'énergie qui passe dans le bus et distribue l'énergie au rail de temps en temps. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir le rail comme, on va dire, transport d'alimentation électrique. C'est-à-dire que là, on est entre deux modules physiques. Donc si par exemple, admettons, ces deux modules-là sont séparables, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les connexions qui sont découpées, qui sont entièrement séparables, il faut pas juste avoir un pont de ce rail-là qui passe en dessous sur ce rail-là et du rail droit sur le rail droit. Il faut pas faire ça. Il faut vraiment avoir un bus, un feeder qui passe en dessous et de temps en temps, on va prendre de ce feeder et l'envoyer sur les rails. C'est une grosse différence électriquement parlant. Alors je voulais vous montrer ce magnifique signal, donc il y a double signal par potence. Ça en fait c'est vraiment alimenté via le 12 volts de l'alimentation principale qu'on a vu tout à l'heure. Et le 14 volts, quant à lui, va servir à alimenter les aiguillages. Donc les moteurs d'aiguilles en fait qui sont juste en dessous, donc on a des aiguillages un peu partout, déjà rien que là on en a une dizaine. Alors avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire. Un truc qui nous est arrivé, on a mis vraiment pas mal de temps à comprendre ce qui se passait sur ce réseau. Donc on a une alimentation et on a grosso modo, je pense 30 à maximum 50 mètres de voie en linéaire, si on devait mettre ce rond en ligne droite. Donc ça veut dire qu'en dessous, en termes de fil, on a la même distance. On doit faire parcourir le signal électrique et l'alimentation électrique sur une même distance. En parlant d'électricité et de distance, on va commencer à parler de perturbation électromagnétique et de chute de tension. La chute de tension, on va la voir tout de suite. La perturbation électromagnétique, c'est un peu plus touchy, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc, il y a une relation mathématique en électricité qui dit que l'électricité, la tension en fait diminue. Plus on a une grosse résistance, plus la tension va diminuer. On va pas trop commencer à parler par rapport à l'intensité, etc. On verra ça aussi un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Mais en fait, pour faire simple, c'est ça. C'est-à-dire qu'un câble électrique, il a une résistance interne et du coup, partant de la centrale, plus le câble va avancer, plus on va avoir une résistance importante. À proximité, elle sera négligeable, mais plus loin, il faudra commencer à la prendre en compte. Pourquoi? Parce que on a, admettons, 16 volts ou 18 volts sortis de la centrale pour alimenter les voies. Donc les voies là ici sont alimentées en 18 volts, il me semble. Et du coup, donc au bout, à la centrale même, on a 18 volts. Sorti de la centrale, 30 mètres plus loin, on n'a plus 18 volts. On va avoir nettement moins que ça. Et ça, eh ben, ça peut se décider, ça peut se définir en fonction du type de câble que vous allez utiliser. Donc, par exemple, ça, c'est du tout petit câble de 0,14 mm². Si j'utilise ça, eh ben, oui, c'est du cuivre, j'ai largement la longueur, je pourrais faire tout le tour. Maintenant, en fait, au bout de mon câble, ben, je vais plus avoir 16 ou 18 volts, ou 14 volts, ou 12 volts. Je vais avoir nettement moins. Et quand je dis nettement moins, c'est que ça sera plus du tout exploitable. Donc, du coup, c'est important d'utiliser des câbles plus gros. Donc là, ça, c'est du 0,75 mm² cuivre. Donc, la notion de cuivre ou alu, c'est pareil. La seule différence, c'est que si vous prenez de l'aluminium ou de l'acier ou autre chose, il faudra augmenter la taille du câble, la section du câble. En cuivre, on peut se permettre de réduire un petit peu. Donc nous, ce qu'on a utilisé ici, on pourrait prendre du souple ou du rigide, hein, c'est pareil, c'est à définir en fonction de ce que vous avez sous la main. Ici, ce qui a été fait à l'époque, et d'ailleurs c'est très bien fait parce que ça marche toujours très bien,
c'est du 1,5 mm² qu'on peut retrouver dans les habitations, dans le résidentiel. C'est ça, c'est ces câbles-là qu'on utilise. Donc c'est vraiment des trucs qui sont pas du tout adaptés normalement pour ce qu'on fait, mais seulement c'est surdimensionné et ça marche très bien. Donc au milieu c'est quoi? Donc ça c'est du 1,5 mm², c'est ce qui est utilisé en général pour de l'éclairage. Alors on verra pas parce que l'image elle est inversée. Et voilà, c'est donc la bobine de 100 mètres, 1 fois 1,5 mm², H70VU. Voilà, c'est le classique qu'on peut trouver un peu n'importe où. Rouge, rail gauche, bleu ou noir, rail droit. Ça, c'est la norme électrique qu'on s'est donnée pour éviter de se mélanger les crayons sur tous les modules après qu'on va créer pour de l'exposition ou autre chose. Le truc le plus important aussi à prendre en compte, c'est qu'il faut jamais croiser. C'est-à-dire que le rouge, il doit toujours être rail gauche, le noir ou le bleu doit toujours être rail droit. Si on inverse, bah, évidemment, on va avoir un court-circuit, la centrale, elle va disjoncter tout de suite. Et là, on va dire, merde, j'ai fait mon câblage, j'ai un court-circuit quelque part. Bah là, après, pour le trouver, ça va pas être simple. Donc ici, nous sommes placés exactement sous la gare. Si je regarde, la gare, elle est là. On est vraiment pile poil en dessous. Donc il y a énormément de choses, énormément de câbles. Mais par contre, sur ce qu'on vient de se dire, sur ce qu'on vient de voir à l'instant, on va tout de suite retrouver ce qui nous intéresse. C'est les fils qui sont au fond là. C'est les fils qui sont là. Les rouges, les bleus, on a du marron, le noir, on a le rouge noir. Donc ça, c'est l'évolution parce qu'on est en train de refaire l'alimentation électrique. Et d'ailleurs, on voit des petites étiquettes qui nous disent que on a DCC extérieur, DCC intérieur. Donc ça, ce sont l'alimentation des voies intérieures, extérieures. Alors en termes d'alimentation électrique, il y a vraiment beaucoup de choses sur le marché. On a des alimentations à découpage, des alimentations genre chargeurs comme ça, des alimentations de laboratoire, des alimentations stabilisées, des chargeurs de téléphone, des trucs comme ça, chargeurs d'ordinateur portable. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quand on a un réseau comme ça, pour nous, il y avait deux choses qui étaient super importantes. Le prix, on va dire que ce soit pas trop cher, mais que voilà, c'est pas forcément le critère maître, enfin plus important. Le plus important ici, c'était d'avoir quelque chose de fiable, qui dure dans le temps, avec une tension de sortie constante parfaite. C'est pour ça que soit ça s'achète, soit on le fait soi-même. Ici, l'alimentation, elle a plus de 15 ans, elle fonctionne toujours très bien. En plus, elle est protégée, fusible, machin, etc. Donc, on va pas la changer, elle fonctionne comme au premier jour. Par contre, si on aurait voulu passer sur quelque chose d'autre, on aurait pu utiliser ça. Par contre, il y a des choses très importantes à savoir. Donc ça, c'est une alimentation, on rentre en 230 et on sort ici sur une fiche. Donc on peut l'enlever, la découper ou pas. Et là, on a quoi? On a du 12 volts 5 ampères. Donc ça, c'était pour alimenter, par exemple, les aiguillages et tout ça. Ici, on a plusieurs types de tensions puisqu'on a les aiguillages et compagnie. Il faut savoir que, là je vais vous prendre un aiguillage, un moteur d'aiguille, pardon. Chaque modèle a des spécifications qui sont données par le constructeur qu'il faut respecter. Donc par exemple là, je vous donne la notice. Voilà, ça c'est la notice avec différents types de schémas de tension d'alimentation de câblage qui est donnée par le constructeur pour les tortoises. On en a partout, ça fonctionne très bien. Un peu cher, mais ça fonctionne très bien. On a d'autres types, d'autres petits moteurs d'aiguille. Donc là, on en a un autre. Ça, c'est des MTB, c'est pareil, ça fonctionne très bien. C'est pas des moteurs lents, à proprement parler. Alors les tortoises, c'est vraiment des moteurs à mouvement lent. Mais pareil dessus, c'est vraiment écrit, voilà, tu peux l'alimenter en continu, en alternatif, c'est écrit sur le moteur là carrément, et là c'est écrit sur la notice. Donc on pourrait par exemple tout alimenter en 12 volts continu. Celui-là, est-ce qu'il l'accepte? Celui-là, il accepte entre 9 et 14 volts continu, et l'autre aussi, je crois. Donc en fait, on pourra tout alimenter en 12 volts continu, tous les éléments. Ça ferait qu'un seul type d'alimentation. À l'époque, ça n'a pas été conçu comme ça pour différentes raisons. Donc du coup, ça a été décidé de continuer à l'exploiter tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas le but de tout refaire, de tout réinventer en tout cas. C'est d'utiliser ce qu'on a et de le garder en fonctionnement. C'est vraiment de restaurer. C'est pas de refabriquer, de reconstruire. Là, on va vraiment avoir
donc différentes tensions. Vous sur votre propre réseau, vous pouvez tout à fait avoir une seule tension qui va être gérée par des alimentations à stabiliser, à découpage ou autre. Des points très très importants à garder en tête. Là, c'est écrit 12 volts 5 ampères. C'est le maximum théorique que cette alimentation peut sortir. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir je sais que si je manipule pas mal d'aiguilles ou de choses comme ça, je suis tout le temps à 5 ampères. Il faut surtout pas utiliser ce truc-là. Il faut un truc 2 fois plus puissant que ça. C'est-à-dire qu'il sera tout le temps capable de sortir les 5 ampères sans problème. Mais à ce moment-là, de temps en temps, quand il y a des petites pointes, il pourra les absorber parce qu'il sera capable de monter jusqu'à 10. Lui, c'est pas faire. Il peut monter uniquement jusqu'à 5. Ensuite, il faut qu'il soit protégé sur tension, sur intensité, court-circuit. En sortie, c'est-à-dire que si jamais il s'emballe ou quoi, qu'il y a une protection contre la surtension, contre les surintensités, c'est ce que je vous disais, si je dépasse les 5 ampères, lui, soit il coupe pour se protéger, soit il va essayer de les fournir jusqu'à cramer. Et ça, c'est une protection contre les surintensités. Et les courts-circuits. Le court-circuit, c'est surintensité très franche, très importante. Si jamais, par exemple, sans faire exprès, le plus et le moins, je les mets ensemble parce que j'ai un mauvais câblage ou c'est parce qu'au moment de mettre la fiche, ça se croise ou autre. Il y a des protections, pareil, qui permettent de bloquer cette alimentation. Il faut absolument retrouver au moins protection sur intensité, sur tension, quand une alimentation qui va servir à ce genre de choses. Ne pas hésiter à prendre de la marque, des choses qui sont très bien notées, avec de bons avis, pour être sûr d'avoir du bon matériel, quelque chose de fiable qui va durer. Alors je vais quand même vous raconter un petit truc, c'est parce que là tout à l'heure vous avez vu des boosters, 2 centrales, etc. Nous ici on fait pas mal d'expositions. Donc en fait ici on a une centrale qui reste tout le temps là et quand on va en exposition on emmène une centrale d'exposition. Les boosters sont utilisés parce qu'on commence à avoir des aiguillages avec des décodeurs d'aiguillage et donc du coup on a un feeder spécial pour tout ce qui est accessoire, donc par exemple les décodeurs d'aiguillage, pour commander les aiguillages, et on a un autre feeder de traction pour commander la traction, les trains, les voies, etc. C'est pour ça qu'en fait on est en train de tester des boosters, parce qu'on avait vraiment ce problème de dire quand on a pas mal de trains qui tournent, sur un seul feeder traction, de brancher des décodeurs d'aiguilles, et en fait le fait d'avoir des trains, avec à vide ça fonctionne très bien, mais le fait d'avoir des trains en plus à côté, ça génère des perturbations qui vont derrière mettre le bazar dans le signal DCC. Du coup, les décodeurs d'accessoires sont complètement paumés. Alors maintenant, on va parler un petit peu sur cette fin de vidéo de sujets un peu plus compliqués, les perturbations électromagnétiques. Quand vous avez un signal qui passe dans un câble électrique, enfin un courant électrique qui passe dans un câble électrique, il y a un champ magnétique qui va se créer autour. Plus il y a d'intensité, plus il y a de puissance qui passe dans ce câble, plus vous allez avoir un champ magnétique exactement comme un aimant qui va se créer autour. Ce champ magnétique, il va être perçu par tout ce qu'il y a autour, surtout les petits composants, les petits trucs électroniques, tout va le voir passer. Ça va créer, si on met un oscilloscope par exemple, je vais mettre un lien dans la vidéo, une vidéo d'un youtubeur super intéressant qui apprend vraiment énormément de choses, très actif. Il vous explique vraiment bien ce sujet. Et du coup, vous allez devoir absolument vous adapter à ces problématiques de champ magnétique. Pour le signal DCC qui transporte des informations dans les rails, là, il faut absolument en fait que ce signal soit protégé de toutes les interférences qui sont autour du câble partout. Donc là, en dessous, on a 1 mètre de câble, donc les voies s'arrêtent ici, sur le butoir là. Vous pouvez les voir, les rails ils sont là. Sur cette portion là, si on a par exemple du 230 volts qui passe à côté, la perturbation magnétique va être extrêmement importante. Pour régler ce problème, on peut écarter physiquement le feeder d'alimentation des voies et d'autres alimentations électriques, 12 volts, 230 ou autre. Donc là c'est une distance physique, ça réduit quand même bien. Ensuite des protections, on peut par exemple blinder les câbles qui transportent de l'information et qui seront mis à la terre, etc. pour retirer complètement ce phénomène ces perturbations électromagnétiques. Ou alors on peut aussi utiliser des petits circuits électroniques qui vont absorber cette énergie des filtres passe haut, passe bas, passe bande, etc. Pour pouvoir absorber pareil ces effets néfastes, ces perturbations électromagnétiques.
Donc là, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent rester, on va voir vite fait en détail le booster et tout, comment on l'a câblé, comment ça fonctionne, très rapidement. Et après, on se verra plus tard dans une autre vidéo. On parlera aiguillage, signal, distribution électrique, rétro-signalisation, en informatique aussi. On va peut-être faire un chapitre sur l'informatique. Ce sera peut-être le prochain. Bon, on va vraiment extrêmement détailler comment ça fonctionne la centrale pour vous donner un peu une idée. On va vraiment aller jusqu'à comment communique une application genre Z21 avec la centrale. On va voir vraiment intercepter toute la communication, même recréer notre propre application Z21 sur ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Voilà, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, là, on va vraiment voir le détail donc de ces de la centrale, d'un booster, etc. Alors, grosso modo, dans une centrale, vous avez un booster. Alors, bien sûr, ça dépend des centrales, mais sur la DR5000 et la Z21 présente ici, dedans, vous avez un booster. Pour dégrossir ce que c'est à l'intérieur, vous avez une puce qui va vous envoyer des informations, et au lieu de les envoyer directement dans la voie, parce que du coup, c'est juste un signal qui n'a aucune puissance, qui n'a aucun intérêt à être utilisé, on va utiliser différents composants comme un pont en H ou autre chose, transistor ou autre, pour prendre ce signal, l'amplifier et l'envoyer en sortie. Donc ça, ce sont les rails gauche et droit qui sont envoyés après partout. Ici, dedans, on a un booster. C'est-à-dire que la puissance de sortie peut monter jusqu'à 3 ampères. Cette puissance-là est utilisée uniquement pour envoyer des ordres au train. C'est la traction. Pour pouvoir envoyer des ordres sur un feeder placé à côté de du feeder traction, on va utiliser un booster. Donc là, on a un Yamoroc, mais on pourrait utiliser un autre, n'importe lequel, qui serait compatible et qui permet en fait de récupérer l'information de vitesse, de position des trains, de fonction, etc. via le Loconet. Donc via le Loconet, de récupérer cette info, donc en fait c'est le câble noir, et de l'envoyer dans un booster à côté. Il va récupérer cette information du Loconet ici, et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le traiter et l'amplifier exactement comme la centrale, et l'envoyer dans un deuxième feeder qui est ici. Et ce feeder après permet de commander un circuit de décodeurs d'accessoires, comme par exemple décodeurs d'accessoires. Moi je parle de décodeurs d'aiguillage par exemple. Celui-là, ce module-là est aussi compatible pour la Z21, c'est-à-dire qu'ici on peut aussi rentrer du Airbus. Voilà, on peut aussi rentrer du Airbus. Donc ça on va pas le tester, puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser le booster avec la Z21, et puis en plus c'est pas propriétaire, donc on va pas le tester. Ça sera possiblement on pourrait l'utiliser plus tard, mais c'est pas le but. Ok, on continue. Donc au bout de ce câble, on va prendre la connectique, et avant de la brancher, on va alimenter électriquement sur la tension indiquée juste ici, entre 15 et 19 volts continu. On va prendre l'alimentation qui est juste ici. Hop, on la branche. Ok, donc là j'ai l'impression qu'elle est en stand-by. On a un bouton. Non, ça réagit pas. Donc effectivement, je pense qu'elle a un stand-by. Elle attend des informations. Donc je vais lui en donner. Donc on va câbler Loconet B, booster. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah déjà elle a arrêté de clignoter. Ok, elle est verte. Ok. Là on a une petite LED bleue. Ok. Si je fais stop, ça passe en rouge. Ok, d'accord, très bien. Donc là, je pense que du coup, on a de la tension qui sort. On va vérifier. Sur la DR5000, donc on est en sortie. On peut communiquer marche, arrêt, on va dire, autoriser ou pas la sortie de tension de la centrale. Ok, donc elle est là. Là, c'est le booster. Là, c'est la Z21. Donc j'appuie sur le bouton rouge de la centrale.
Ok, donc là on a une animation, donc je pense que la centrale ordonne l'arrêt d'urgence, donc c'est l'arrêt d'urgence qui doit clignoter. Si je fais go, ok, là c'est bien passé vert, donc on est à go ici aussi, donc on doit avoir une alimentation là et une alimentation de sortie du booster. Et si là je fais ça, d'accord, donc je pense que ici on a le moyen aussi de commander l'arrêt d'urgence. Et d'ailleurs si je prends la Multimos, donc là, on est bien en stop, on est bien en arrêt d'urgence. Ok, donc effectivement, je commande bien la sortie. On voit la LED bleue verte qui est fixe. Si je fais un stop, voilà. Ok. Et pareil, si j'appuie sur le bouton stop du booster, on a là bien le stop. Ok, donc c'est bien ça. L'arrêt d'urgence ici, on a aussi l'arrêt d'urgence ici. C'est possible de paramétrer la configuration interne en utilisant les broches qui sont là via un module, comment ça s'appelle? ES, programmation, link, ouais, ça doit être ça. Ok. Donc pour clôturer, on va regarder sur ce super réseau d'exposition d'IPCS, donc je vous laisse 2 minutes le temps de l'admirer. Ce qu'on va faire en fait, c'est ici, vous pouvez apercevoir des aiguillages. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai repris le bus traction qui alimente le réseau principal avec la coulisse qui est en dessous, etc. Et le feeder accessoire, je l'ai envoyé directement sur ce réseau. Il n'y a pas de train qui roule actuellement sur ce réseau, donc on va directement essayer de commander les aiguillages uniquement par le booster. Donc le booster alimente uniquement cette partie-là et la centrale uniquement l'autre réseau. C'est vraiment pour vérifier si les deux fonctionnent bien comme il faut. Et comment on va faire? Eh bien là, j'ai ma Multimos. Je vais me mettre en mode aiguillage. Je vais taper un numéro. Donc moi, c'est le 18. Donc c'est le 18. Donc comment je fais? Je suis en mode normal, comme ça. J'appuie sur aiguillage et je tape le numéro. Par exemple, 21. OK. Et là, avec les deux boutons gauche et droite, je vais changer la position des aiguillages. Et on va peut-être même pouvoir les entendre. Alors par contre, on voit bien que je suis en stop. Donc je renlève le stop. Voilà. Et là, les aiguilles, elles bougent. Donc je vais le refaire. Là, on verra beaucoup mieux. Donc l'aiguille, là, elle est dans une position. Je change la position via la Multimos. Voilà. Et là, on l'a bien vu changer de position. Alors on entend des moteurs qui grognent un peu parce qu'en fait ici on est les aiguillages fonctionnent par paire. Donc en fait on a deux aiguilles ici et des aiguilles après pour le changement de sens pour l'IPCS. Alors pour clôturer vite fait, donc là on a vu l'alimentation générale, on était jusqu'à voir un peu comment ça fonctionne un booster, comment on va l'utiliser pour nous. Il y a aussi une autre possibilité, là ici on fait tout en manuel avec des multimos et des aiguillages à la main. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas encore d'informatique qui va régir tous les itinéraires et pour la circulation des trains. C'est manuel. Ça veut dire qu'on va utiliser une centrale qui va créer des signaux et des informations pour tous les éléments sur le réseau. Si jamais on décide de faire de l'informatique avec un ordinateur, on peut avoir plusieurs centrales qui vont chacune gérer une chose. Par exemple, on va avoir une centrale qui va gérer une partie de la traction du réseau, une autre centrale qui peut gérer l'autre partie du réseau, quand on a des réseaux qui sont quand même assez grands. Ça permet d'avoir une circulation qui n'est pas perturbée par rapport à l'autre. Et ensuite, on peut avoir une autre centrale ou des boosters qui, eux, par contre, vont commander uniquement des bus, des feeders pour des décodeurs d'aiguillage, par exemple, ou autres décodeurs. Enfin bref, voilà, il y a vraiment beaucoup d'utilisations. Chacun va faire un petit peu à sa sauce, mais en tout cas, vous avez vu beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui vont permettre de refaire votre réseau chez vous et de comprendre un peu mieux comment il fonctionne et pourquoi il ne fonctionnerait pas. Et ben du coup, à la prochaine dans les prochaines vidéos.